Tout commence en 1515, à Marignan, aux portes de Milan. D'un côté, François Ier, tout juste monté sur le trône de France, et ses 20 000 soldats. De l'autre, l'armée de Maximiliano Sforza, le duc de Milan. 20 000 combattants également. À Marignan, ce n'est pas l'artillerie française, mais les redoutables lanciers suisses, avec leurs longs pics de 2 mètres, qui vont faire la différence. Sur un terrain parsemé de canaux d'irrigation, ces fantassins au service de Milan mettent en déroute la cavalerie française. Si bien que lorsque la nuit tombe, François Ier et son armée sont dans une situation désespérée. Mais au petit matin, coup de théâtre. 10 000 soldats vénitiens, alliés des Français, lui offrent un renfort inespéré. Il renverse le cours de la bataille. Et c'est ainsi que François Ier remporte la victoire. Le voici duc de Milan, l'homme fort de l'Italie. C'est dans ces circonstances qu'il va faire la connaissance de Léonard de Vinci. Et qu'il va le convaincre de venir s'installer à Amboise, dans un petit château qui fait face à la demeure royale. François Ier a également sollicité Michel-Ange, alors au sommet de sa carrière. Mais celui-ci a décliné. Pourquoi donc Léonard de Vinci, 62 ans, a-t-il accepté de quitter Rome, où il se trouvait au service du pape? Aux Archives nationales, à Paris, ont été retrouvés des documents clés pour comprendre comment les choses se sont vraiment passées. À commencer par un livre de comptes qui mentionne la pension payée par le roi à son protégé. Ah ben voilà le passage. À maître Liénard d'Avins, peintre italien, la somme de 2000 écus soleil à lui ordonnée par le roi pour sa pension d'une année. Dicelle 2 années. Ah, Dicelle, oui, Dicelle, 2 années par moitié. Par moitié. C'est une pension pour Léonard de 4000 livres, mais sur 2 ans, qui est payée chaque année. Donc il reçoit 2000 livres chaque année. Et si on veut trouver des comparaisons dans les pensions de personnages illustres, Stoart d'Aubigny, maréchal de France, reçoit la même pension. C'est vraiment un statut exceptionnel. À ce moment-là, Léonard, évidemment, est un peu handicapé, sa main droite. Néanmoins, il est raisonnable de penser qu'il continue sans doute à poser quelques touches sur ces 3 chefs-d'œuvre qui ne le quittent pas depuis des années, la Sainte-Anne, le Saint-Jean-Baptiste et bien sûr la Joconde. Les tableaux aussi célèbres de Léonard devaient faire l'objet de convoitises et il est évident que celui qui allait devenir le mécène de Léonard allait devenir à la fin le propriétaire de ces tableaux. L'un des mystères, c'est que les tableaux de Léonard ne sont pas mentionnés dans son testament. Et donc effectivement, pendant longtemps, on s'est posé la question, que sont devenus les tableaux de Léonard de Vinci après sa mort en 1519 ? François Ier a-t-il simplement attendu la disparition du peintre pour s'emparer de ces fameux tableaux? Ou au contraire, a-t-il payé, en plus de la pension versée à Léonard, pour en faire l'acquisition? La réponse se trouve dans un étrange contrat qui fait état d'une transaction entre François Ier et Salaï, l'assistant préféré du maître, qui était entré dans son atelier à l'âge de 10 ans et était devenu en quelque sorte son héritier naturel.
à messire Salaï de Piètre Dorin, peintre, pour quelques tables de peinture qu'il a baillées au roi, 2604 livres, 3 sous, 4 deniers. Oui, c'est une somme considérable. Ce qu'on comprend de ce texte, en tout cas, de manière très simple, c'est que le roi de France verse une somme très importante à Salaï en échange de tableaux, de mystérieux tableaux. Et on suppose donc, bien évidemment, qu'il s'agit là, en réalité, des tableaux de Léonard.